L'entreprise devient dès lors ce lieu capital où peut se manifester l'élargissement de l'exigence démocratique, son horizon éthique comme ses modalités opératoires. Olivier Favreau, bonjour. Bonjour. Professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, directeur Collège des Bernardins du département Hommes-Société. Co-directeur. Co-directeur, pardon, avec le père Baudouin-Roger. Entreprise, la grande déformation. Alors, qu'est-ce que cette grande déformation d'abord, pour rappeler quelques éléments importants. Que s'est-il passé? Cette financiarisation, au fond, vous l'appelez-vous la grande déformation? Alors effectivement, il s'est passé quelque chose dans les années 70-80. On a commencé à dire et à faire des choses un peu inimaginables par rapport à la génération précédente, la génération qui a été analysée par ailleurs par nos amis régulationnistes comme l'époque du Fordisme. Par exemple, on a commencé à dire que l'entreprise était quelque chose d'appropriable et qui était la propriété des actionnaires. Et puis on a développé tout un corpus dans la théorie financière autour de ces questions, avec une influence très directe sur les modalités de gestion à l'intérieur des entreprises. Et donc effectivement, dans cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif, enfin je rends compte d'un travail collectif, on a essayé de suivre avec des gestionnaires, des juristes, des sociologues et des économistes, et aussi un théologien, spécialiste d'anthropologie cognitive. On a essayé de suivre les conséquences sur le mode de fonctionnement des entreprises, et on n'a pas pu en rendre compte autrement qu'avec le terme de grande déformation. C'est-à-dire cette idée qu'au fond, une entreprise, c'est une machine à rentabiliser des capitaux propres, puisque c'est la propriété des actionnaires. C'est ça, en gros, ce qu'on a véhiculé comme idée, et contre laquelle vous vous élevez. Absolument. À un premier niveau, effectivement, c'est ça. C'est une sorte de quasi-actif financier, dont les vrais propriétaires sont les actionnaires, et donc c'est pour eux qu'on doit produire de la valeur. Alors, à un niveau plus profond et plus technique, il y a eu vraiment une déformation de la réalité de l'entreprise, notamment en termes juridiques. C'est-à-dire que là où on imagine et on représente en général l'entreprise en forme d'étoile, avec le management au centre et puis toutes les parties prenantes autour, oui. Eh bien, c'est installé une vue complètement différente, une sorte de superposition de relations dites d'agence, dans la terminologie juridique anglo-saxonne. C'est une première relation d'agence entre les actionnaires et les managers, et une deuxième relation d'agence entre les managers et les salariés, pour résumer l'essentiel de Donc un contrat général, enfin des contrats partout. Voilà. Absolument. Et ça, c'est une vraie déformation juridique, puisqu'on a remplacé le contrat de société qui crée une nouvelle personne morale par une relation de mandat, d'agence, comme on dit en droit anglo-saxon. Et on a transformé la relation d'emploi, qui est une relation d'autorité, en une relation de mandat, ce qui fait, à vrai dire, hurler de rire ou s'étouffer d'étonnement à vrai dire, nos collègues juristes et même des étudiants en première année de droit des sociétés. Bien sûr, donc il y a une vraie déformation. Ça veut dire plus d'affectio societatis à l'extrême, ça veut dire des intérêts de dirigeants qui peuvent être dissociés même à l'extrême de leur entreprise. Absolument. Tout ce qu'il y avait de collectif, ce qu'il y a d'extraordinairement collectif dans cette organisation qu'est l'entreprise, se trouve dissous en termes de relations bilatérales, mais de relations bilatérales orientées. C'est-à-dire la pyramide part des actionnaires pour aboutir, ce qui est extraordinaire, en fin de course, c'est donc eux qui vont supporter le risque sur les salariés. C'est un renversement complet de la logique qui avait prévalu dans la génération, disons, de l'immédiate après-guerre, à travers le Fordisme, la reconstruction de l'État-providence, le keynésianisme, etc. Donc il y a eu effectivement un immense bouleversement à la fois intellectuel, culturel et politique. On en explore une partie à un niveau très important, celui de l'entreprise, mais ça relèverait certainement d'analyses qui devraient solliciter beaucoup d'autres disciplines. Bien sûr. Et alors, au fond, ce que vous nous proposez, c'est la phrase que j'ai lue tout à l'heure, c'est que l'entreprise est un espace politique et l'unité d'analyse qu'il faut considérer. Absolument. Ce que nous disons, alors d'abord, c'est que c'était le début de la phrase là, que vous avez citée tout à l'heure, un lieu capital. C'est une institution extraordinaire. Et l'entreprise, je suis très heureux à l'université, je n'aurais pas voulu faire un autre métier, mais je dois reconnaître que l'entreprise est une institution absolument incroyable, une extraordinaire invention une aventure historique. Collective. Absolument.
dans toutes ces dimensions. Ce sont les 4 parties là, de ce travail. C'est un lieu d'accomplissement personnel, qui pourrait l'être. C'est un lieu de création collective. C'est même le point le plus impressionnant. C'est aussi un lieu de pouvoir privé, donc qui pose la question d'articulation avec la puissance publique. Public, bien sûr. Et toutes ces dimensions en font une institution qui est peut-être, dans un état de droit, l'institution la plus importante de nos sociétés démocratiques. Mais elle n'a pas été pensée comme telle. Comme telle. Et donc il y a un déficit de la pensée politique à ce niveau, qui certes n'est pas le niveau de l'État, mais on n'est plus au niveau des relations entre agents privés, comme auraient voulu nous le faire penser tous les théoriciens de la financiarisation en disant c'est la propriété des actionnaires. Donc vous savez, hein, comme devant une maison, propriété privée, défense d'entrée. Eh bien si, il faut entrer dedans au niveau de la société. On n'est pas exactement au niveau de l'État, mais on n'est plus au niveau du strictement privé. Donc là, il y a une catégorie qui nous manque dans la réflexion politique dans nos sociétés. Olivier Favreau, ça signifie que si on repense à Karl Polanyi, par exemple, sur la grande transformation, est-ce que ça fait évidemment écho, la grande déformation et l'entreprise, c'est peut-être cet endroit où le politique peut réencastrer un peu l'économique, cette économique qui avec une finance qui est elle-même désencastrée de l'économique. Donc là, on a l'entreprise, ça peut être ce petit objet qui... Absolument. La référence à Polanyi, vous avez tout à fait raison, va jusque-là. Au fond, Polanyi a mis le doigt sur un problème gigantesque. Il nous a appris à le voir. Mais, l'ouvrage de Polanyi débouche sur l'État-providence, enfin implicitement, et toutes ses composantes. Mais en réalité, si on veut réencastrer l'économie dans le social et dans le politique, nous pensons qu'il faut lui redonner un statut politique, encore une fois, qui n'est pas le statut qui correspond à la puissance publique, mais nous devons sortir de l'idée que ça relève uniquement de la sphère privée. Et donc on a à faire preuve, c'est la tâche, je pense, de toute la jeune génération, on a à repenser un type de configuration politique, donc dans le monde actuel, heureusement, soumis à l'exigence démocratique, qui soit approprié à ce niveau qui, encore une fois, n'est pas celui de l'État, mais n'est pas non plus celui des agents privés. C'est d'ailleurs peut-être pas un hasard qu'il y ait toute cette réflexion qui est ressurgie autour de la notion de commun, avec Elinor Ostrom, avec le travail magnifique de Christian Laval et Pierre Dardot en philosophie politique. On sent qu'on a besoin d'une catégorie politique intermédiaire entre le tout public et le tout privé. Et au fond, ce travail est une petite pierre, une pierre collective, qu'on a proposée avec beaucoup de plaisir et de passion pour contribuer à cet effort d'imagination collective qui est absolument indispensable. Très bien, donc c'était l'output, le résultat du programme Bernardin 1. Depuis, il y a un programme Bernardin 2, donc, pour lequel nous aurons grand plaisir à vous recevoir pour suivre cette aventure de reconstruction. Olivier Favreau, merci d'être venu.